bienvenue à tous sur cette table ronde sur la sécurité des produits. Je suis Julien Vicard de Cyberoc, le Centre régional de cybersécurité. En quelques mots, les missions de Cyberoc s'articulent autour de 5 grands domaines. La sécurisation des entreprises, ou comment faciliter leur parcours de sécurisation. La sécurité des produits, dont nous allons parler aujourd'hui. La cartographie et le développement de l'écosystème cyber de la région, la formation, comment pallier le manque de ressources à court ou moyen terme et comment développer les filières de demain. Et enfin, l'innovation, c'est-à-dire comment favoriser la collaboration entre nos universités, nos laboratoires et nos entreprises pour faire émerger de nouvelles solutions de cybersécurité. Alors, dans le domaine de la sécurisation donc des entreprises et des collectivités, Cyberoc va opérer à partir de janvier 2023 le centre de réponse à incidents cyber, donc qui deviendra le numéro d'urgence pour nos entreprises et nos collectivités en cas d'attaque cyber. Alors, j'ai le plaisir d'animer cette table ronde sur la sécurité produit. Comme vous le savez, nos entreprises, nos collectivités ont d'énormes efforts à faire pour se sécuriser. Encore faut-il qu'elles utilisent des solutions et des outils qui le soient. Alors pour en parler, je vous demande d'accueillir nos invités. Anne Tricot, vous êtes déléguée régionale de l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Yann Berger, vous êtes expert gouvernance et conformité de la sécurité chez Airbus Protect. Sébastien Rabot, vous êtes CISO et CPSO, alors Chief Product Security Officer chez Actia. Et Pierre Play, vous êtes expert architecte sécurité chez Pierre Fabre. Alors pour commencer, je vous propose qu'on fasse un petit tour de table pour vous présenter et présenter votre activité. Bonjour à tous, donc je suis Anne Tricot, je suis donc représentante de l'ANSSI pour la région Occitanie, donc avec mes collègues qui sont juste à côté de moi. Alors l'ANSSI, en 3 mots, l'ANSSI c'est l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information. Alors dit en résumé, c'est l'autorité nationale de cybersécurité pour la France. Ça veut dire quoi être autorité nationale? Ça veut dire accompagner et essayer de promouvoir une politique publique de sécurité du numérique au bénéfice de l'État et de nos entreprises du tissu économique national. C'est aussi participer des efforts nationaux de sensibilisation aux risques cyber. Le cyberespace est un espace complexe où il y a de nombreuses menaces. Et notre objectif, c'est aussi de sensibiliser nos citoyens, nos entreprises et nos administrations aux risques dans le cyberespace. Et enfin, parfois, il est trop tard. Les entreprises, les hôpitaux se font attaquer. Et donc, nous sommes amenés à les accompagner pour les cas les plus critiques. Il y en a dans l'actualité quasiment toutes les semaines en ce moment. Juste un tout petit mot sur le dispositif régional de l'ANSSI. L'ANSSI, c'est basé à Paris. C'est l'autorité nationale qui est à compétence nationale, on dit ça, rattachée au service du Premier ministre. Mais l'objectif, c'était de vraiment créer du lien avec le tissu économique dans les régions, dans les territoires. Parce que d'abord, il y a les entreprises, elles sont dans les territoires, donc ciblées dans les territoires. Les collectivités elles-mêmes, parfois, ne sont pas suffisamment sécurisées, donc on les accompagne. Et on accompagne bien sûr la préfecture de région dans l'élaboration d'une politique publique territoriale. Donc voilà. Merci beaucoup Julien. Je te passe... Enchanté, bonjour à tous. Yann Berger, Airbus Protect. Donc, je suis expert gouvernance et conformité pour Airbus Protect, qui est donc une filiale d'Airbus dédiée au service des produits Airbus, mais pas que. On intervient sur la safety, donc la sûreté de fonctionnement, la sustainability, donc la durabilité de fonctionnement des produits complexes, et enfin la cybersécurité pour l'ensemble du groupe. Ça fait maintenant une quinzaine d'années que j'interviens pour la sécurité des produits d'Airbus. D'abord sur la mise en place d'une gouvernance dédiée aux produits, puis à sa mise en œuvre et enfin à sa conformité, donc en tant qu'auditeur qualifié, PASI entre autres.
Bonjour, alors Sébastien Rabot de la société Actia. Donc, je suis responsable sécurité de l'information, responsable sécurité produit et délégué à la protection des données en français, pour faire écho au CISO, CPSO, DPO. Actia est une société qui commercialise, conçoit, développe et fabrique des systèmes embarqués. Et pas que, en fait, on fournit des produits et services, pour faire le lien avec le thème de la conférence, des produits et services électroniques et logiciels. Donc ces produits et services, c'est des systèmes embarqués, des calculateurs embarqués notamment, mais aussi des solutions de gestion de flotte dans le domaine des transports. Et on adresse différents domaines d'activité, secteurs d'activité différents. Essentiellement le domaine des transports, mais pas que. Donc on va principalement être dans le domaine de l'automotive, donc les bus, les camions, où on va fournir des calculateurs pour ces véhicules-là. Mais aussi on est dans le domaine ferroviaire, par exemple, le domaine de l'énergie et le domaine de l'aéronautique et spatiale également. Notamment, outre l'activité de conception et développement, on a aussi une activité de fabrication de cartes électroniques avec des usines. Donc, on couvre finalement tout le cycle de vie d'un produit au sens où on l'entend. Pierre Play, donc je travaille chez Fabre depuis bientôt 19 ans. Pierre Fabre, c'est des médicaments, c'est aussi de la dermocosmétique. Et il y a du médical dans la dermocosmétique aussi, on en parlera. On fait plein de choses, on est une petite équipe sécurité qui est en pleine expansion. Et là, aujourd'hui, je suis au titre de tout ce qui concerne l'architecture et finalement la finalité sur les produits dont on va discuter. Merci Pierre. Alors, donnons un peu de contexte. Dans un monde hyper connecté, on ne peut pas parler de sécurité produit sans aborder la sécurité dans son ensemble. Alors Anne, comment l'ANSSI intègre la sécurité produit dans sa démarche globale ? Alors, merci Julien pour cette question. Alors, je vais vous raconter un peu l'approche de l'ANSSI quand on parle de cybersécurité. Et je rentrerai dans le détail après sur la question de la certification plus précisément. Il y a une spécificité française. Il y a quelque chose qu'on aime en France qui s'appelle la régulation. Alors, ça fait souvent sourire. Nos partenaires d'autres pays de la planète n'ont pas du tout la même approche. Ils considèrent que la cybersécurité, c'est le marché, en fait, qui fait la cybersécurité. Nous, Français, on a décidé de réguler. Et dès 2013, on a été le premier pays au monde à se dire il faut forcer un peu la démarche de cybersécurisation des entreprises. Et donc, on a, via l'adoption de la loi de programmation militaire, régulé la cybersécurité des infrastructures les plus critiques pour le fonctionnement de l'État. Cette approche, elle a tellement été appréciée qu'au final, l'Europe l'a imitée. Et donc, on a négocié pendant 3 ans, entre 2013 et 2016, un texte qui encadre la cybersécurité des entreprises et qui s'appelait la directive NIS V1 à l'époque. Et donc, c'est vraiment forcer un peu la cybersécurité par la régulation. Il s'avère que ça ne marche pas trop mal. Donc, on a un très bon retour d'expérience et aujourd'hui, c'est une démarche que beaucoup de pays dans le monde adoptent. Même pour vous dire, même les Américains. Le deuxième pilier de cette approche, c'est que quand on régule les infracritiques, quand on régule les entreprises, il faut qu'ils puissent avoir recours à des produits de confiance. Et c'est là où on parle de sécurité des produits, c'est que cette sécurité, on a réussi à la créer via des processus que nous, on appelle à l'agence les visas de sécurité, qui sont souvent la certification de sécurité. Alors la certification, c'est un gage de confiance pour l'utilisateur. Il sait que quand il met dans son système d'information tel produit, la sécurité a été éprouvée. Et c'est aussi créer de la compétition économique ou dans tous les cas de l'innovation, puisque pour les gens qui se font certifier, ça leur donne un avantage compétitif au fait. Et aujourd'hui, avec la création d'un cadre européen de certification de sécurité, ça donne à ces entreprises l'accès à l'ensemble du marché européen. Donc c'est un atout de compétitivité pour elles. Merci Anne. Oui, le besoin de sécurité, effectivement, il peut venir de différentes sources. Effectivement, ça peut être la réglementation, ça peut être le marché dans certains cas, ça peut être le risque.
j'aimerais savoir, Sébastien, justement, avec ta casquette de CPSO, en fait, comment tu intègres, quelle est la genèse en fait, de la mise en place de cette fonction-là et comment elle est intégrée aujourd'hui dans le rôle plus global de la sécurité de l'information? Chez Actia, effectivement, vous avez, par rapport au métier d'Actia, qui est de vraiment vendre des produits, fabriquer, les concevoir, quelque part, la notion de responsable sécurité produit s'est posée naturellement et a été créée initialement en même temps que la fonction de CISO, donc en parallèle. Et donc il y a eu 2 postes qui ont été créés, ce qui était naturel par rapport au périmètre qui avait adressé, donc ça date de 2016. Par contre, très rapidement, on s'est rendu compte qu'il y avait un intérêt à avoir une démarche vraiment commune, un processus commun qui gère toute la sécurité de l'entreprise, qui adresse la sécurité produit au sens des produits embarqués, comment on sécurise le produit embarqué, comment on sécurise notre système d'information, et il y a un peu à la croisée des deux, ça c'est très intéressant, la cybersécurité industrielle, puisqu'en fait, un produit, il est sécurisé dans sa conception, dans son développement, mais si on ne sécurise pas l'endroit où on le produit, on peut se retrouver avec des logiciels, des logiciels piégés implantés sur les produits, ce genre de choses, ou une sécurité qui est pas en place. Donc, du coup, chez Actia, ça a été assez naturel de mettre en place un processus. On s'est basé sur les standards qui sont ISO 27001 et en mettant en place un SMSI qui intègre d'emblée les notions de sécurité produit. Ça veut dire quoi, ça, concrètement? Dans la politique de sécurité de l'entreprise, le premier objectif, c'est concevoir et fabriquer des produits au bon niveau de sécurité. Ça a été naturel, ça a été fait d'emblée, et c'est encore aujourd'hui en vigueur, et ça nous bénéficie. Bien sûr, après, on va retrouver d'autres objectifs assez classiques, protéger les actifs de l'entreprise, être conforme aux différentes réglementations, mais qu'elles soient produits ou autres. Aujourd'hui, ça a un peu évolué, mais cette notion de processus est restée, et ça nous bénéficie. Il y a vraiment une passerelle entre la certification qu'on a obtenue, qui est la certification 27001, qui est plutôt globale, qui est plutôt orientée système d'information, mais comme on y a intégré directement l'aspect sécurité produit, aujourd'hui on se retrouve avec des référentiels de sécurité produit, pur produit, c'est-à-dire qui expliquent comment on doit faire de la sécurité dans les produits automotifs, avec les exigences liées au cycle de vie. Et en fait, tout ce qu'on a pu faire en amont via notre démarche sécurité de l'information se retrouve bénéficier complètement à ces normes. Et on retrouve notamment dans les référentiels de sécurité produit, en tout cas celui qu'on a appliqué sur la partie automotive, une référence à chaque fois au référentiel sécurité de l'information, puisque pour la norme qui nous concerne, qui est la ISO 21434, on va retrouver une référence directe à l'ISO 27001. Et donc, le fait d'avoir eu cette approche-là a vraiment des bénéfices au sein d'une entreprise comme la nôtre, à plein de niveaux. Si je donne un autre exemple, il y a notamment le partage d'une culture de la cybersécurité qu'on va déployer auprès de tous les acteurs, aussi bien auprès des opérateurs de production que des concepteurs qui vont concevoir le produit. Et tout le monde se retrouve un peu sur la même longueur d'onde. Donc c'est une expérience qui a été, qui est encore aujourd'hui bénéfique et qui démontre, en tout cas sur ce cas de figure-là, qu'une approche holistique de la cybersécurité a du sens au sein d'une entreprise. Très intéressant de voir dès la première ligne, enfin dès les premières lignes de la politique de sécurité des valeurs métiers. On voit encore trop souvent dans les politiques de sécurité sécuriser l'information ou le système d'information, quel que soit le secteur d'activité. Là, c'est intéressant. Ça permet aussi de faciliter l'acceptation de la sécurité au sein de l'entreprise parce qu'elle se sent immédiatement concernée. Alors Yann, dans l'aéronautique, qui englobe un nombre considérable d'acteurs dans la chaîne de valeur, comment la sécurité produit est-elle intégrée tout au long de cette chaîne? Alors effectivement, le produit avion est un produit complexe. On a entre 400 et 600 systèmes, mais on a entre 4000 et 6000 interfaces. Donc en fait,
il faut arriver à gérer cette sorte de labyrinthe d'interface de façon à garantir que les passagers partiront intègres depuis la passerelle de départ jusqu'à la passerelle d'arrivée. Sauf que l'avion interagit dans un écosystème très complexe. Il y a la partie navigation aérienne, il y a les compagnies aériennes, il y a les aéroports, il y a les constructeurs intégrateurs comme Airbus, il y a les équipementiers comme Actia, et enfin il y a les régulations, les autorités, dont la FAA et l'EASA. Donc l'ensemble de ces partenaires, parce que ce sont bien des partenaires, doivent travailler de concert. L'objectif ici, et comme l'a dit Catherine Gestin ce matin, Airbus a fait le choix d'être pionnier dans la prise en compte de la sécurité de ses produits. Ça a commencé dès le début des années 2000 pour le premier avion connecté qui était l'A380. Ça a ensuite continué à évoluer, à mûrir pour l'A350 qui, au final, a été le premier avion qui a intégré depuis le début, depuis sa conception, le Security by Design. Ça veut dire qu'en fait, pour tous les chemins d'attaque, toutes les possibilités d'attaquer le produit avion, on a pris en compte la sécurité, on a évalué quelles pouvaient être les conséquences, et on s'est assuré, par des règles de sécurité, par des règles de design, que pour chacun de ces chemins d'attaque, on avait une réponse appropriée qui permettait de maintenir le risque à un niveau acceptable. Et ces règles, on les a étendues ensuite pour tous les programmes maintenant, et on est capable de définir un niveau de sécurité du produit, on est capable de le démontrer, parce que le produit avion, comme le disait Anne, est un produit certifié par nos autorités de tutelle. Et donc, on a des preuves de ce que nous avons achevé. Et c'est en ce sens que la certification du produit permet de définir un niveau de sécurité et ensuite, à travers l'efficacité des mesures de sécurité qu'on a mis en œuvre et surtout à travers la robustesse des process qui accompagnent tout le cycle de développement et de vie du produit, parce qu'au-delà du développement, il y a la maintenance et l'opération, on est capable de maintenir le niveau de sécurité du produit. Alors, quand on a à travailler sur la sécurité d'un produit, on voit qu'il faut penser à toutes les interactions avec la chaîne de valeur, la chaîne d'usage. Quand on fabrique un produit, il faut aussi une chaîne de production. Alors Pierre, là je m'adresse à toi. Dans le domaine de la santé, quand on a une erreur de dosage qui peut entraîner l'hospitalisation d'un patient, on comprend l'importance de la chaîne de production. Et comment vous intégrez ce facteur-là qui est au-delà de l'aspect du produit lui-même, dans l'organisation et la gouvernance de la sécurité? Alors, on pourrait dire qu'un produit, c'est quelque chose de complexe. On n'appelle pas ça de la safety chez nous, mais effectivement, il y a énormément de réglementation sur un médicament. Et comme tu disais, sur la pesée de composants actifs pour des médicaments en oncologie, on n'a pas le droit de se tromper. Et on doit être certain de la manière dont ça va être fait. Ça génère énormément de contraintes sur toute la chaîne, en particulier la chaîne informatique, pour laquelle on va se retrouver à devoir qualifier finalement toute la chaîne informatique et toute la chaîne de processus. On retrouve même des éléments qu'on trouve plutôt chez les militaires, les documents qui doivent être signés, photocopiés sur des photocopieux spécifiques, où on sait retracer depuis où ça a été copié. Et puis derrière, il y a toute la traçabilité du produit. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a des normes qui nous obligent à avoir des numéros de série par produit, par boîte, pas par lot, mais par boîte dans le monde. Et que ces certifications aujourd'hui alors il y en a une en Europe, et après c'est pays par pays, avec des spécificités comme celle qui se trouve en Russie, où on doit pouvoir être capable de prouver la véracité d'un produit même si on n'a pas Internet. Donc c'est pas simple à réaliser. Et quand on regarde l'industrie de manière générale, on
l'industrie n'est pas en avance en termes de sécurité, elle est plutôt en retard. Et c'est compliqué de mettre en place ce genre de circuit sur des automates qui peuvent avoir des dizaines d'années et qui coûtent des dizaines de millions d'euros, et qu'on ne va pas changer tous les 5 minutes, et qu'on ne patche pas tous les 5 minutes, parce que ce sont des machines qui ne s'arrêtent jamais. Donc on a pas mal de soucis par rapport à ça sur les produits. La sérialisation a été une véritable révolution dans le monde de l'industrie pharma, par exemple. Ouais, merci Pierre. Donc on a vu les différentes composantes de la sécurité des produits à prendre en compte, entre la réglementation, l'organisation, la chaîne d'usage, la chaîne de valeur, la chaîne de production. Maintenant tout ça, c'est pas fait sans raison. C'est fait pour des clients, c'est fait pour des bénéficiaires, c'est fait pour des utilisateurs. En termes justement d'enjeux et de risques pour les entreprises utilisatrices, Pierre, tu mettais en lumière la traçabilité, les échanges, etc. Est-ce qu'il y a des enjeux, je suppose, quels sont les enjeux spécifiques à la donnée de santé dans le cadre de la production de Pierre Fabre? Oh là, il y en a plein. ça part de l'hébergement, avec l'hébergement de données de santé qui génère énormément de contraintes finalement. Encore une fois, tout est basé sur la traçabilité. On doit être capable de pouvoir prouver que le médicament X avec telle posologie correspond bien à ce qu'il y a dans la boîte. Ça paraît simple comme ça à dire, c'est beaucoup plus compliqué à prouver. Ça veut dire que le moindre changement doit être tracé et le moindre changement doit être qualifié. Or, les réglementations ne sont pas toujours très claires. On en a une en particulier qui s'appelle CFR Part 11, qui dit tout simplement que tous les moyens doivent être mis en œuvre pour pouvoir tracer les produits. Avec ça, vous n'allez pas très très loin. Et puis après, il y a tout ce qui est communication avec des tiers. Et là encore, on n'est pas forcément très très bien loti en pharma. Communication avec des tiers par exemple par rapport à un hôpital avec qui on travaille sur telle ou telle donnée, plutôt en dermocosmétique. Mais en dermocosmétique, quand vous allez trop profond dans le derme, c'est du médicament. Et Pierre Fabre a pris le parti de traiter en termes de process toutes ces parties-là de la même manière que les médicaments aujourd'hui. Oui, alors effectivement, les normes ne sont pas toujours exhaustives sur les mesures à appliquer. Par contre, c'est là où la certification a tout son intérêt. Donc Yann, tu nous as présenté un peu la multitude des acteurs là, dans la chaîne d'usage de l'aéronautique. Il faut savoir que vous avez aussi une supply chain qui est très, 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 très grande, qui apporte, donc avec tout un tas d'acteurs, du plus petit au plus grand, ou du plus grand au plus petit, on va dire. Comment vous arrivez à gérer les risques en fait, qu'amène chacun de ces acteurs de la supply, et en cascade? Alors, effectivement, le problème avec l'avion, c'est que c'est un produit un peu emblématique et qui, du coup, est aussi une cible. Ce qui a été fait chez Airbus, c'est qu'en fait, dès les phases de conception, on intègre les fournisseurs et on fait du travail collaboratif avec les fournisseurs, pas seulement sur le design, mais aussi sur la sécurité. D'ailleurs, même les réglementations qui maintenant sont devenues applicables ont été fortement inspirées du travail qui a été fait chez Airbus. L'un des principaux qu'on met en œuvre à ce sujet, c'est ce qu'on appelle l'assurance sécurité, qui est un mécanisme et un processus inspiré des critères communs, dans lequel on va définir en fonction des enjeux de sécurité un niveau d'assurance sécurité qu'on va appliquer au produit. Et ce niveau d'assurance va être rendu aussi applicable aux équipementiers qui contribuent à la définition de ce produit. Ce faisant, on va demander, en collaboration avec le fournisseur, d'appliquer des bonnes règles de codage, par exemple, sur des développements spécifiques, mais on va aussi leur demander de mieux protéger de façon plus spécifique l'environnement de développement du projet. On va leur demander de faire une sélection justifiée des produits ou des composants tiers
ce qu'on appelle de façon plus commune les COTS, les Commercial of the Shelves, les produits sur étagère, de façon à s'assurer qu'avant d'intégrer ce produit tiers dans l'équipement qui, lui, sera embarqué dans l'avion, le fournisseur de cet équipement est de confiance. Est-ce qu'il y a des vulnérabilités publiques connues? Est-ce qu'elles sont corrigeables? Et enfin, au-delà de ça, on va aussi lui demander de réaliser des tests d'évaluation, donc des tests d'intrusion sur son équipement pour nous fournir les éléments de preuve au niveau le plus détaillé, comme quoi le système est robuste par rapport à des menaces qui ont été identifiées au préalable. Dernier point, ça ne va pas s'appliquer que à l'environnement de développement. On va aussi demander aux fournisseurs de justifier des moyens de protection qu'il applique à sa chaîne de production, voire à sa chaîne de maintenance, et au-delà de ça même, sur le maintien en compétence des personnes qui interviennent dans le projet, étant donné qu'on a un produit dont le cycle de vie est potentiellement extrêmement long, sur plusieurs dizaines d'années. Alors justement, Sébastien, ce midi, on discutait du parallèle qui est de plus en plus la réalité entre l'avion et l'automobile, qui est de plus en plus connectée. Justement, chez Aktia, vous fabriquez donc des équipements à destination des constructeurs, mais c'est vrai que ces équipements se retrouvent dans la voiture de tout le monde et participent à la sécurité routière. Alors comment, en étant comme ça, indirectement lié à la sécurité routière, comment vous intervenez, comment vous prenez en compte en fait cette sécurité dans la production des équipements chez Aktia? Alors déjà, nous on fait partie d'un écosystème, de la même manière que n'en a parlé Yann. Et en fait, c'est dans cet écosystème-là que va se trouver des règlements, des mesures de sécurité, applicables. Donc clairement, nous on fait partie de cette chaîne-là et on va nous-mêmes, on va dire, définir par rapport à ce que fait notre produit. Donc on a un produit qui a une certaine limite, qui va fournir des fonctions à un constructeur qui va l'utiliser dans son véhicule. Donc nous, on va faire en sorte, en tant qu'équipementier, de faire en sorte que les fonctions qu'on va fournir vont être sécurisées. Mais ce n'est pas si simple que ça. Yann en parlait tout à l'heure, on retrouve exactement les mêmes problématiques. C'est que finalement, la fonction, qu'est-ce qu'il en fait, le constructeur? Là, c'est vrai qu'on s'est beaucoup concentré sur la notion de véhicule léger. Chez Aktia, nos clients principaux sont plutôt des poids lourds, des bus et cars, où les problématiques ne sont pas forcément tout à fait les mêmes. Ce n'est pas des utilisateurs finaux, quelque part, et les risques ne sont pas les mêmes non plus. Donc, on va définir avec nos clients, finalement, les niveaux qui sont nécessaires. Et alors, c'est intéressant de faire ce parallèle-là entre ce qui existe dans l'aéronautique, que j'ai connu, moi, par le passé, et qui avait un niveau de maturité qui n'est pas celui qui est maintenant, et de retrouver dans l'automobile le niveau de maturité que j'ai connu à l'époque dans l'aéronautique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, ces notions de niveau d'assurance dont parlait Yann, les Security Assurance Level, pour ne pas les citer, on va retrouver la même chose dans les normes récentes automotives, puisque la norme qui fait référence, l'ISO 21434, est sortie en septembre de l'année dernière. Et donc c'est tout récent. Justement, on les y retrouve, mais avec un niveau de maturité très faible. C'est-à-dire que c'est difficilement applicable aujourd'hui. Et ce qui a maturé pendant plusieurs années au niveau de l'aéronautique nécessite aujourd'hui d'être pareil, mûri plutôt que maturé au niveau de la filière automobile. Et c'est une phase aujourd'hui qui est complexe pour le monde automobile. Alors pour donner un petit peu plus d'éléments de contexte concret sur comment on va s'assurer que les véhicules de demain seront réellement sécurisés, il y a une réglementation qui arrive, qui s'appelle l'UNECE R155, qui va être, on va dire, basée sur le modèle d'homologation des véhicules. Aujourd'hui, un véhicule, avant d'être mis sur la route, on s'assure que le volant ne fait pas n'importe quoi, qu'il freine bien, on fait des crash tests pour trucs. En fait, on va faire la même chose
pour la cybersécurité. Et avec à peu près les mêmes recettes que citait Yann, à savoir s'assurer qu'on a bien fait une analyse de risque au début, qu'on a bien suivi les exigences, qu'on a fait des tests de sécurité et ce genre de choses. Donc ça touche toute la chaîne de tout l'écosystème de l'automobile. Mais c'est en construction et on voit bien que quel que soit le produit, on va retrouver un peu les mêmes problématiques. Dernier point qui est quand même intéressant, par rapport au domaine automobile, sur l'évolution de la sécurité produit et le fait que les produits deviennent de plus en plus connectés et ont des fonctions qui sont autres que simplement un véhicule. Aujourd'hui, dans un véhicule, vous avez énormément de données utilisateurs. Et c'est vrai que le critère premier de ces référentiels-là, c'est de protéger le système des attaques pour éviter des problèmes safety, pour éviter qu'il y ait des morts sur la route, que les véhicules aillent dans les fossés ou ce genre de choses. Mais ils intègrent aussi désormais des impacts qui sont des impacts financiers ou des impacts de privacy, puisque aujourd'hui, dans un véhicule, vous stockez, vous connectez votre téléphone et tout ce qui vous retrouve sur votre téléphone se retrouve dans la voiture. Donc, il faut aussi intégrer ces éléments-là. Donc, on voit que les référentiels s'adaptent aussi à l'évolution des produits. Ouais, donc changement de paradigme dans l'automobile, la cybersécurité entre dans le process d'homologation. C'est quand même un gros progrès. Oui. Et si je peux me permettre, on a à peu près les mêmes problématiques sur des normes qui ne sont pas encore tout à fait adaptables. Dans le monde du médicament, il y a énormément d'évolutions en ce moment sur des médicaments qui sont adaptés à la personne, que ce soit à son ADN, à sa peau, à ses critères. Et les normes qui régissent finalement de manière fine ce type d'activité sont plus en devenir que réellement établies aujourd'hui. Oui, il y a eu une accélération ces dernières années avec tout ce qui se passe au niveau cybercriminalité qui a poussé certainement à accélérer la normalisation, en tout cas pour ne pas dire la réglementation. Et on en sait quelque chose pour avoir été attaqué l'année dernière. Et oui, c'est vrai. Justement, je vais revenir un peu sur l'actualité. Pour ceux qui suivent l'actualité cyber, on entend beaucoup parler, et là je vais me tourner vers Anne, de différentes réglementations ou normes, NIS version 2, Cyber Security Act, Cyber Security Resilience Act. Est-ce que tu peux nous dresser un panorama de l'évolution de la réglementation ou de la normalisation dans le domaine de la cyber ? Alors, mes intervenants, juste avant, on dit vraiment des mots-clés qui se reflètent dans l'évolution de la réglementation. J'ai entendu les mots approche holistique, supply chain, et évolution. Et au fait, bon, parfois la réglementation, elle court après les attaquants et parfois on a un petit train de retard sur les attaquants et sur les besoins du marché, mais quand même, la réglementation sait s'adapter. Et je voudrais vraiment mettre en évidence un point, c'est que Rémi en a parlé ce matin au moment du mot d'introduction de l'ANSSI, de cette mêlée numérique, mais avant, on parlait cybersécurité quand on parlait de protéger les intérêts les plus régaliens, la survie de l'État, globalement. La sémantique a évolué. Aujourd'hui, on parle beaucoup de sécurité du numérique. Pourquoi ? Parce qu'au fait, le sujet ne concerne pas que les intérêts vitaux de l'État. Il concerne toutes les entreprises, il concerne la vie numérique des citoyens, il concerne pour une entreprise aussi la sécurité de sa supply chain, parce qu'il y a des interdépendances majeures. Donc en fait, on en vient vraiment aujourd'hui à parler de sécurité numérique des écosystèmes de manière générale. Et la réglementation essaye de s'adapter à ce besoin. Alors, je vais vous citer deux choses. La première, c'est NIS. Je vous ai parlé de NIS, on encadrait la cybersécurité des entreprises les plus importantes au niveau européen. NIS V2, donc c'était quelques centaines d'opérateurs. NIS V2, on va partir sur plusieurs milliers d'opérateurs qui vont être régulés. Parce que aujourd'hui, c'est nécessaire de forcer un peu cette démarche de cybersécurité au sein des entreprises. Ça, ce sera valable pour la France, mais pour l'ensemble des États membres de l'Union européenne. Autre exemple, c'est que le cœur de métier de l'ANSSI, c'était de s'occuper de la cybersécurité des administrations centrales. Mais aujourd'hui, on a un gros sujet vis-à-vis des collectivités territoriales, vis-à-vis de nos représentants nationaux en région. Et donc, on a besoin de les accompagner. Et
peut-être qu'un jour, ça deviendra même des administrations qui seront régulées. Donc voilà, on a besoin, et la réglementation essaye vraiment de s'adapter à ces évolutions qui sont nécessaires. Alors maintenant, je vais parler des évolutions sur la certification. Parce que la certification, au final, on se rend compte que c'est un processus agile. Alors le mot agile, parfois on le sort à toutes les sauces, mais n'empêche qu'il est très adapté au fait, à la question de la cybersécurité. Et je voudrais illustrer avec plusieurs exemples. Historiquement, la certification, c'était pour les besoins, ce qu'on va dire le haut du spectre. C'était vraiment essayer de se prémunir des attaques les plus problématiques et tout ça. On a réussi à élargir la gamme des certifications. Aujourd'hui, tout n'a pas besoin d'être certifié au plus haut niveau, même si, bien sûr, notre préoccupation première, nous, à l'ENSI, c'est les plus hauts niveaux de sécurité. Et notamment, je crois que là, on a les 3 domaines prioritaires, justement, en termes de haut du spectre. Et la réglementation, d'ailleurs, prend en compte ce besoin, puisque le CSA que tu as mentionné, Julien, qui est le Cyber Security Act, qui a créé un marché européen de la certification, il prévoit bien aujourd'hui de la certification niveau élevé, niveau substantiel et niveau élémentaire. Le deuxième point, c'est qu'on va certifier toute la gamme des produits possibles. Avant, on parlait des produits de cybersécurité. Aujourd'hui, on parle de la certification des produits numériques ayant une fonction de sécurité. Et voilà, donc là encore, un jour, on en viendra peut-être à auto-certifier la poupée connectée, ce qui ne sera peut-être pas notre préoccupation première, nous, à l'ENSI, mais ce sera peut-être une bonne chose pour la sécurité sur le marché européen. Le troisième point sur la certification, c'est qu'en méthode d'évaluation, on a fait preuve également d'agilité. Je crois que c'est Yann qui mentionnait les critères communs. Les critères communs, normes ISO, internationalement reconnues. À l'ENSI, on a développé une méthode en propre, plus rapide, plus économe pour faire des bonnes certifications qui s'appelle la CSPN. Notre système, il a tellement bien marché que les Allemands s'en sont inspirés et qu'on a même un accord de reconnaissance mutuelle pour se reconnaître réciproquement nos certificats. Donc voilà, on essaie aussi sur la méthodologie d'être un peu innovant et que ce ne soit pas trop coûteux pour les gens qui ont besoin de se faire certifier. Et les 2 dernières tendances que je voudrais mettre en évidence sur toutes ces évolutions, c'est je l'ai déjà mentionné, mais c'est quand même un atout majeur pour les entreprises qui veulent faire certifier leurs produits, c'est l'accès à l'ensemble du marché européen. Aujourd'hui, les certificats, les certificats au titre du CSA, du Cyber Security Act, sont valables dans toute l'Union européenne. Et donc, c'est quand même un atout majeur pour les entreprises qui veulent accéder au marché des pays de l'Est, des pays du Nord. Enfin, voilà, c'est un atout majeur. Et le dernier point, et pas des moindres, c'est que la certification aujourd'hui, notamment basée sur les CC, critères communs, c'est plutôt une certification qui est basée sur des critères techniques. Mais aujourd'hui, la cybersécurité, ce n'est pas que des questions techniques. Et vous connaissez bien sûr les sujets qui ont trait à la certification du cloud. Aujourd'hui, il y a un sujet qui se pose de comment la certification de cybersécurité peut prendre en compte des sujets qui ne sont pas uniquement techniques, mais juridiques. Notamment l'applicabilité du droit d'un pays étranger en Europe. Et bien ça, c'est aussi un sujet que auquel la certification doit s'atteler, et puis qu'on réussisse à se mettre d'accord, notamment au sein de l'Union européenne à 27 États membres. Oui, alors on voit tout l'intérêt de collaborer au niveau de l'Europe en matière de cybersécurité, aussi pour exister dans le monde. Par contre, moi, Yann, Sébastien et Pierre, j'aimerais vous entendre justement sur ces nouvelles normes. Comment vous avez expliqué qu'en fait, chacun dans vos secteurs, vous étiez déjà extrêmement réglementé. Comment vous accueillez en fait ces normes et comment vous êtes impacté par celles-ci ? Allez, je me lance. Alors, on les accueille avec beaucoup d'intérêt, mais aussi quelques interrogations. Beaucoup d'intérêt parce que, d'une part, c'est bon pour le marché. C'est-à-dire que ça va mettre l'ensemble des produits sur un pied d'égalité. Et dans ces produits, il y a aussi les équipements qu'on intègre à bord des avions. Donc, de ce point de vue-là, c'est quelque chose qui a beaucoup d'intérêt. On a aussi quelques interrogations parce qu'on
on a déjà mis en place avec notre autorité de tutelle, donc par exemple l'EASA, un système de certification du produit qui prend à la fois en compte les notions de safety, donc de sûreté de fonctionnement, et de sécurité, avec des exigences qui ont été identifiées de façon spécifique il y a quelques années et qui maintenant sont devenues des exigences européennes, mais très orientées vers la safety, mais pour l'ensemble des constructeurs. Et ça, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis. Et donc là-dessus, on a déjà une équivalence et un partenariat entre les autorités européennes et les autorités américaines. Donc l'interrogation, elle est de faire attention à ce qu'on ne se retrouve pas sur un effet millefeuille. C'est-à-dire de faire une certification au niveau aéronautique, plus une certification au niveau cybersécurité européen, et à ne pas refaire des activités qu'on a déjà menées. Donc là, il y a encore, je pense, un peu de travail pour trouver les bons équilibres d'équivalence entre ces certifications et ne pas pénaliser un secteur par rapport à un autre quand il est déjà régulé ou déjà réglementé, et pas refaire ou faire perdre en compétitivité un secteur par rapport à un autre. Voilà. Oui, Sébastien, tu parlais justement du fait que la cybersécurité était maintenant intégrée dans la démarche, ou va être intégrée dans la démarche d'homologation. Donc peut-être que vous avez déjà un peu répondu à ce sujet. C'est ça, la filière a répondu avec cette homologation des véhicules sur la partie cyber. Après, le fait qu'on retrouve plusieurs référentiels de sécurité, quand on parle que de référentiels auxquels on va se référer, qu'on va essayer d'appliquer, c'est plutôt très positif, parce qu'on va souvent avoir des complémentarités entre les référentiels, des choses qui sont traitées par l'un et pas par l'autre. Ce qui fait un peu peur, c'est plutôt la notion de certification par rapport à tous ces référentiels. Parce que ça a un coût pour les entreprises. Se faire certifier 3 fois sur des choses qui se recoupent, ça a un coût et ça n'a pas forcément de valeur. Après, il y a aussi, pour être un peu critique par rapport à la notion de conformité, j'ai le coutume de dire que la conformité, ce n'est pas tout à fait égal à la sécurité. Ça y contribue. J'en suis le premier, sponsor, puisque ça permet d'avoir des leviers, etc. Mais des fois, on peut se retrouver à être conforme sans être sécure. Bon, pour les référentiels, tout dépend de comment les référentiels sont faits, des méthodes de certification, etc. Donc c'est comme ça qu'on l'appréhende. Ce qu'on attend surtout par rapport à ça, la NIS 2 par exemple, qui s'applique au secteur des transports, alors qu'il y a déjà pour les véhicules une homologation qui est prévue, ce qu'on attend c'est qu'il y ait quand même une action d'harmonisation. Et Anne, on en discutait avant la conférence, confirmait qu'il était bien prévu qu'il y ait des règles qui expliquent, qui disent que la NIS 2 ne s'appliquera pas s'il y a déjà un référentiel qui s'applique et qui répond aux besoins. Et voilà, donc si ça c'est bien pris en compte, il n'y a pas raison d'avoir peur qu'il y ait de multiples réglementations et qu'elles s'appliquent. Et souvent ces réglementations aussi, ce qu'on peut voir, pour prendre des exemples encore une fois concrets, dans nos clients, on a par exemple nous des régies de transport. Ce n'est pas des constructeurs, c'est plutôt des calculateurs qu'on va mettre dans des bus, par exemple dans la ville de Toulouse, qui vont faire de la gestion de flotte, donc éco-conduite, avec de la géolocalisation. Donc ça veut dire que ce n'est pas soumis à la réglementation ISO 21434 qui vont concerner vraiment l'homologation du véhicule. Le véhicule va être homologué, mais c'est quelque chose qu'on va rajouter après, donc qui ne va pas rentrer dans cette certification. Par contre, le client, l'utilisateur du bus, c'est un OIV. Donc lui, il va avoir des réglementations qui vont s'appliquer et ça va venir quelque part compléter ces dispositifs. Sinon, c'est quelque chose qui est entre guillemets pas couvert, ou en tout cas par des certifications. Je reviendrai sur le millefeuille dont tu parlais tout à l'heure, parce qu'en termes de réglementation se pose le problème des réglementations européennes ou nationales versus les réglementations internationales à portée internationale, sur lesquelles parfois on se perd en termes de pertinence et d'applicabilité.
et là c'est plus une question pour l'ANSSI, mais c'est vrai que c'est pas toujours très très clair et c'est pas toujours facile en fonction de l'interlocuteur qu'on a en face de trouver le bon chemin pour rester vertueux. C'est une bonne transition pour la conclusion parce qu'on arrive quasiment au terme de cette table ronde si on veut laisser un peu de temps pour les questions. Justement, en conclusion, je me tenterai bien un peu de prospective, voire de divination. Et quelle évolution vous voyez dans vos différents secteurs au niveau de l'ANSSI sur ces réglementations, sur ces normes, sur la sécurité des produits, parce qu'avec les attaques qu'on voit tous les jours dans différents domaines, sur différents secteurs d'activité, on sait que ça va continuer, on sait que ça va s'amplifier, donc on sait qu'il va falloir se renforcer. Et donc, la réglementation joue un rôle certain là-dessus, mais je pense qu'au niveau sectoriel, le marché va aussi lourdement peser. Peut-être Anne. Oui, merci Julien. Alors, je vais répondre quand même à la question sur la réglementation. Alors, nous, on dit réglementation horizontale ou certification horizontale versus réglementation sectorielle. En fait, il y a des secteurs où il y a une maturité qui est plus grande en termes de cybersécurité. Et il y en a pas beaucoup au final, mais vous êtes bien représentés aujourd'hui. Mais il y a tout un tas d'autres secteurs pour lesquels il y a vraiment une moindre maturité en termes de cybersécurité. Aujourd'hui, on a fait le choix de ce qu'on appelle une approche horizontale de la réglementation, c'est-à-dire de couvrir à peu près tous les secteurs de la même manière. Et d'ailleurs, c'est un retour d'expérience qu'on a tiré de la mise en œuvre de la loi de programmation militaire, qui est bien que il n'y a pas forcément, dans tous les cas, dans la première étape de montée en maturité, besoin spécifiques métiers. En revanche, il y a des secteurs plus matures qui ont déjà mis en œuvre des normes. Très bien. Alors, il y a ces deux secteurs-là, il y en a d'autres. Et par-dessus ça arrive une législation horizontale. Il y a... Une première bonne nouvelle, c'est que c'est très bien que le sectoriel s'attelle à la question de la cybersécurité. Nous, on ne va jamais freiner les efforts de la montée en maturité des secteurs et de leur autorité de régulation. C'est une très bonne nouvelle. Après, il y a un effort de coordination à faire. Et je pense qu'on en a beaucoup parlé au moment de la négociation de la directive Nice V2. Il y a une règle de bon sens au fait qui s'appliquera à l'avenir, c'est que, et je crois même que c'est écrit dans la directive, le sectoriel s'appliquera à partir du moment où il est au moins équivalent à la législation horizontale. Donc ça veut dire que tout ce qui est Nice, c'est le minimum de base. Et tout ce qui viendra en sectoriel, ce sera soit de la valeur ajoutée spécifique métier, soit des règles supplémentaires, tout simplement parce que le secteur est plus mature. Donc voilà, ça c'était pour ma réponse pour le point précédent. Et puis juste après, en termes de grandes tendances, voilà, peut-être partager avec vous le fait que aujourd'hui, vous savez qu'on certifie, et on était là aujourd'hui pour parler de la certification des produits, parfois des produits très complexes. Hein, on a mentionné la question de la certification du cloud. Il y a aussi, faut pas l'oublier, la certification des compétences, la certification des services. Les services de cybersécurité, on en a besoin pour démultiplier la capacité d'action de l'État et renforcer de manière générale notre cybersécurité sur le territoire. Donc ça, c'est voilà, de manière prospective, un premier point. Et peut-être le deuxième point, juste pour terminer, c'est que on se rend bien compte que la certification, elle évolue tellement, couvre tellement de besoins à tous les niveaux qu'il va falloir aussi démultiplier notre capacité d'action. Ce ne sera pas l'ANSSI qui pourra tout faire. Bien sûr, ce ne sera pas l'ANSSI qui certifiera tout. Et donc, il faudra qu'on travaille aussi avec d'autres partenaires avec lesquels peut-être on ne travaillait pas jusqu'à présent sur la protection des consommateurs et ce genre de choses à l'avenir pour couvrir davantage au fait, tous les besoins en termes de certification de sécurité. Oui, et puis la capacité à rester agile, comme tu le disais tout à l'heure, pour s'adapter justement aux nouvelles menaces. D'autres réactions ou d'autres prédictions ? Alors, moi j'en vois deux. Il y a une première qui va être vraiment liée à la maturité de la mobilité aérienne d'une façon générale. Et là, on est sur une problématique d'arriver à avoir un niveau homogène au niveau mondial. Le secteur aéronautique, c'est 5 grands constructeurs. Ça va, c'est limité.
309 zones de trafic aérien, 5000 compagnies aériennes, 40 000 aérodromes, et je parle aéroports, c'est-à-dire commerciaux, capables d'accueillir de grosses machines. Et ça à travers le monde. Donc là, l'enjeu, c'est qu'on arrive à avoir un niveau de sécurité dans la mobilité aérienne qui soit homogène partout dans le monde. Il y a encore du travail à faire. Le deuxième enjeu que je vois, c'est qu'on a réussi à développer des produits sécurisés. Par contre, on a quand même toujours un problème, c'est l'évolution technologique. La loi de Moore, qui génère une nouvelle évolution technique tous les 18 à 24 mois, est toujours applicable. Ça continue à évoluer. La crypto post-quantique, ça arrive, c'est pour bientôt. Ça va nécessiter que les produits aériens évoluent aussi. Sauf que le cycle du changement dans l'aéronautique est long. Donc là, on va avoir des enjeux pour arriver à s'adapter technologiquement à ces évolutions et à les prendre en compte et à les mettre en œuvre. Ça me paraît déjà bien. Encore un enjeu d'agilité. Alors, pour nous, il y a plusieurs choses qui vont arriver. Bon, déjà, on va essayer de digérer un petit peu les réglementations qui arrivent. Mais dans ces réglementations, on voit déjà qu'il y a des points durs qu'on rencontre déjà aujourd'hui. Par exemple, on sait très bien que sur des systèmes d'information, pour qu'ils soient sécurisés, on est obligé de les patcher, de les maintenir à jour. Ben, il va falloir patcher sa voiture. Donc, comment on va faire ? Comment on fait pour patcher une voiture ? C'est des questions qui se posent aujourd'hui. Et d'autant plus, Yann en parlait aussi, qu'on retrouve énormément de COTS dans une voiture de plus en plus. Alors, je ne vais pas révéler sur comment sont faits les systèmes, mais on peut l'imaginer. Et donc ça, c'est un des enjeux très important dans le domaine automobile, qui est quelque chose, un changement de mindset. Avant, on avait des produits qu'on mettait dans une voiture, ils ne bougeaient pas jusqu'à la fin de la voiture, jusqu'à qu'elle aille à la casse. Ben maintenant, il va falloir tout ça le maintenir à jour. Et ça suppose, d'ailleurs, il y a aussi une réglementation spécifique qui existe, la NSE R156, pour la mise à jour des systèmes dans les véhicules. Donc ça, c'est aujourd'hui des enjeux qui sont fondamentaux, parce qu'on sait très bien qu'un produit, on n'en a pas beaucoup parlé, on a beaucoup parlé du produit, de la sécurité du produit dans son design. Mais c'est pour ça que j'en parle maintenant, un peu à la fin, une fois qu'il est bien designé, bien sécurisé, comment on fait pour assurer sa sécurité dans le temps ? Et ça, c'est pas gagné, je pense. Oui, une vraie réflexion, un vrai questionnement. Comment homologuer, comment certifier un produit qui, demain, ne sera certainement plus le même ? Il est certifié, homologué au départ. Demain, il sera mis à jour complètement, l'ordinateur de bord. Mais comment il reste certifié, comment il reste homologué ? On n'a pas de problème sur les médicaments de ce type-là, dans la mesure où le médicament vous ne les mettez pas à jour. Par contre, les machines pour le produire changent, évoluent, et on retrouve effectivement les problématiques de patch. Et il y a certainement une agilité à trouver aujourd'hui entre la réglementation pharma et la nécessité de pouvoir patcher, et pas que au niveau de l'OS, mais également au niveau des middleware, ce qui est beaucoup plus compliqué en termes de tests de non-régression. Et en particulier, on parlait tout à l'heure de centrales de pesée, donc pour peser les composants actifs, de non-régression sur ces éléments-là, quoi. Et oui, même dans la chaîne logicielle, on embarque des composants. Donc il faut aussi en tenir compte. Merci à tous pour vos échanges enrichissants. Je pense qu'on peut vous applaudir. Je regarde le chrono, il nous reste quelques minutes pour les questions. Donc n'hésitez pas. En ligne également, vous avez la possibilité de poser les questions qui nous seront retransmises. Donc allez-y, on vous attend. Oui ? C'est un peu un témoignage aussi. Les sujets sécurité, je travaille chez Berger-Legrand, on édite des logiciels de gestion pour le monde public. On manipule assez peu de données sensibles, donc on ne dépend pas de nous, des vies humaines comme vous. N'empêche que l'inflation normative, mais aussi du marché, est très forte. On était un peu en retard. Le RSSI a été recruté et ça devient un enjeu majeur pour nous. Là-bas, que je peux dire ici, c'est que 30% de nos roadmaps sont cannibalisés complètement par la sécurité aujourd'hui. Moi, je vends des fonctions,
gestion, plus l'argumentation sera forte, plus les barrières à l'entrée seront fortes. Hein, je peux pas, la start-up qui veut concurrencer Airbus n'existera jamais, ne serait-ce que pour cette raison-là. Et l'inflation normative, quel que soit le sujet, en tout cas, impacte nos coûts très fortement. Donc moi, ma réflexion, c'est pas vraiment une question, mais c'est comment on le valorise, quoi. Comment on le valorise. Si c'est que par la norme, en fait, ça va éliminer des gens, tout simplement. Donc voilà. D'accord. Donc la question, pour que je retranscrive un peu pour les personnes qui sont en ligne, dont la question c'est comment en fait valoriser, comment mettre de la valeur sur l'effort qui est fait sur la sécurité, de la même manière qu'on mettait de la valeur sur la fonctionnalité. Pour répondre à quelque chose de très générique, la sécurité a un coût, la non-sécurité a aussi un coût qui peut être plus important. Et si la non-sécurité a un coût qui est plus important, eh ben, ça justifie le coût de la sécurité. C'est basique, c'est basique, mais c'est la vérité. C'est-à-dire que si vous arrivez à démontrer au client, il y a un aspect, alors nous on se trouve aussi confronté à ça, il y a un aspect de quand vous vendez des produits avec la sécurité, une des premières étapes pour pouvoir préparer, mais c'est pareil que pour les fonctions, il faut sensibiliser le client à ces aspects-là. C'est-à-dire, sensibiliser, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce client-là, il faut qu'il comprenne que s'il ne met pas le prix, ben, ça va lui coûter plus cher. C'est pas simple, hein, mais l'approche, elle est... Et c'est vrai que en ça, le secteur d'activité dans lequel vous travaillez a son importance, parce que derrière, c'est au niveau du secteur que ça se travaille. Quand le secteur il est mûr, quand vous avez effectivement des personnes, enfin des acteurs qui sont convaincus que, ben, du coup, ça passe plus facilement. Enfin, voilà, c'est une réponse générique. Pour étayer le propos, une fois que vous avez eu une attaque, c'est beaucoup plus facile. Voilà, oui, je pense qu'effectivement, ça sensibilise mieux que des sensibilisations qu'on peut faire. L'accès au marché peut être aussi un vecteur, en tout cas une impulsion pour pousser à investir massivement dans la sécurité. Au niveau des utilisateurs, hein, des collaborateurs déjà, au niveau de la direction générale, mais aussi au niveau des partenaires, qui se rendent compte en fait que ça n'arrive pas qu'aux autres et qu'on peut planter une boîte simplement sur une attaque. Et au-delà de ça, par exemple dans le domaine avion, chez Airbus, comme pour les autres constructeurs, on est totalement conscient que ne serait-ce qu'un seul avion qui aurait un incident pour une raison de sécurité, c'est pas juste potentiellement Airbus que ça impacterait, c'est tout le secteur, c'est tous les constructeurs. Donc ça aura des conséquences dommageables pour l'ensemble de la filière. Donc on n'a pas le droit à l'erreur, tout simplement. Et de ce point de vue-là, c'est un peu ce que disait mon collègue ce matin dans l'atelier IBE-CRM, c'est de la gestion du risque. Et ça commence par maîtriser les conséquences. Quand vous maîtrisez les conséquences, quel peut être le coût, les répercussions d'une attaque, alors vous savez ce qui est en jeu réellement. Et là, vous pouvez donner des objectifs. Parce que l'objectif, en fait, il ne sert qu'à une chose, c'est faire en sorte que par rapport à une conséquence, vous maîtrisez le risque pour le rendre acceptable. C'est-à-dire que vous avez mis en place les mesures de sécurité qui vont rendre le risque acceptable. Et là, vous maîtrisez votre processus. Et là, vous êtes capable, du coup, de mettre un retour sur investissement dessus. Oui, ce qui est en jeu, c'est la confiance, effectivement. Juste un autre point aussi, un peu pratique, un peu concret. Quand on est amené à aborder ces sujets-là avec un client, que vous avez en face quelqu'un dont le métier n'est pas la sécurité, ce qu'il faut essayer de rechercher, c'est qu'il y ait la personne en face de la sécurité dans l'entreprise. Parce que souvent, entre sécurité, on se comprend, on est d'accord, on sait très bien qu'il n'y a pas trop le choix. Et ça, c'est aussi, d'un point de vue pratique, nous, c'est ce qu'on recherche, parce que sinon, on se rend compte que c'est peine perdue. On ne va pas y arriver avec des gens qui comprennent pas, mais qui n'ont pas les codes et qui doivent. Donc, c'est quelque chose qu'il faut pas hésiter à s'appuyer, sur lesquels il ne faut pas hésiter à s'appuyer. Oui, c'est vrai que si on a en face des gens du produit qui sont plus attirés par les fonctionnalités, c'est parfois difficile
de vendre de la sécurité. Est-ce qu'on a le temps de prendre peut-être une dernière question ? Non, pas de questions en ligne ? Non ? Eh bien, écoutez, merci pour votre participation à cette table ronde. Je vous demande d'applaudir encore une fois nos intervenants. Je vous conseillerais de ne pas bouger parce que le programme de la journée continue et c'est une parfaite transition parce que le sujet suivant, c'est le véhicule de demain est-il sécurisé ? Donc, ça tombe très très bien. Donc, profitez bien et bon après-midi. Thank you.